Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'amphi de l'IUT. Comme vous l'avez compris, ici c'est la deuxième conférence d'un cycle qui se veut fort long et régulier surtout, tous les jeudis de l'année. Vous avez ce rendez-vous, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder l'agenda, il y aura toujours quelqu'un. Alors, il y a différentes modalités. La dernière fois, on a eu un invité extérieur. Et parfois, il a été demandé, dans un souci de transversalité, ce truc dont on parle depuis des années, mais qu'on va essayer enfin d'activer cette année, c'est-à-dire que vous voyez enfin tous les profs. On a demandé à tous les enseignants, ceux qui ne sont pas encore au courant pour recevoir un mail, de venir soit présenter leur travail, parce que vous verrez que ce ne sont pas que des enseignants, ce sont aussi des cinéastes, par exemple, comme Pascal, musiciens, etc., designers, etc. Donc, et en même temps, voir un peu qui sont ces gens que vous ne vous croisez qu'incidemment à l'école, puisque vous n'êtes pas forcément dans le studio C dont Pascal fait partie. Voilà. Alors bon, les enseignants, comment dire, ils vont se livrer à ce difficile exercice qu'on vous demande à tous, vous savez, à chaque bilan semestriel, c'est de préparer votre travail. Bon, c'est pas toujours très facile, n'est-ce pas Pascal? Voilà, de présenter votre travail. Donc je remercie Pascal de s'y prêter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plutôt Pascal Mizzala, le cinéaste, qu'on va recevoir, plutôt que le prof, on va dire. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne... il y en a pour 1h, 1h30, et après, des questions, bien entendu. Merci beaucoup. Bah, merci d'être venu aussi. Je pense qu'on a envie de faire payer. Donc c'est très bien ce qu'a précisé Jacques, effectivement. Je vais changer de casquette, même si on est toujours les mêmes, qu'on est prof, toujours cinéaste, il n'y a pas de souci. Et ce matin, donc, je vais vous parler de court-métrage. On va parler de court-métrage, parce que j'aimerais bien que ce soit une partie ping-pong entre nous, que ce soit pas un monologue, un bavard, parce que j'ai vite me sauver moi-même. Et donc ça sera facile parce que je vais projeter mes films, donc de toute manière, qui dit image dit réaction, dit interprétation, dit j'aime, j'aime pas, on en parle. Donc ces 2 heures passées ensemble, ça va être basé autour de la projection du court-métrage dont je suis le réalisateur, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi avant, tout un chemin dans la vie, on arrive à des choses. Et après, on parlera aussi, je vous présenterai un petit peu des généralités, je vous évoquerai des généralités sur le monde du court-métrage, que je connais aussi de par mes expériences professionnelles. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'art du vidéo art, on est dans le domaine du court-métrage. Peut-être que certains connaissent, d'autres connaissent un peu moins, voilà. C'est pour vous témoigner un petit peu ça. Donc si j'ai appelé moi cette conférence, c'est une forme de boutade d'autres choses que je sais du cinéma, une petite référence à un réalisateur français, c'est pas de la fausse modestie de ma part, c'est que je pense qu'on apprend des choses du cinéma en faisant des films. Donc moi j'ai eu d'autres fonctions avant, mais c'est à travers la réalisation réelle et se confronter à ce que c'est de la réalisation, la matière, image et son, que voilà, les problématiques sont réelles et voilà, les choses sont concrètes. D'accord? Alors peut-être que je vais commencer par un petit CV, quoi, ma bio. Comme ça vous verrez les parcours, c'est le mien. Tout le monde n'a pas le même parcours, tous les cinéastes n'ont pas le même parcours. Donc moi je viens plutôt, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et après cinéma. J'ai pas osé faire des études de cinéma tout de suite. J'ai jamais, moi je venais de province, la FEMIS, qui s'appelait l'IEC, vous savez, la FEMIS, l'école de cinéma, j'ai l'impression que c'était pas pour moi, bon voilà. Et les problèmes qu'on peut tous avoir pour donner forme à ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, ça m'a pas du tout dérangé par contre de faire des études d'histoire de l'art, ça m'a beaucoup apporté. Et puis après, j'ai fait des études de cinéma, option scénario. Il y avait une maîtrise, il y avait une option scénario dans la fac où j'étais. Et pour moi, le cinéma, tout de suite, j'ai voulu rentrer par le scénario. Alors le scénario, c'était une manière de un petit peu rentrer dans la matière cinématographique et ne pas oser à la première personne me dire moi je veux faire des films et bouger les producteurs, aller voir tout ça. Voilà, c'était ce que j'aimais aussi notamment, c'était dans le scénario, c'était la collaboration proche et intime avec un réalisateur. Ça c'est, il y a 2 moments où il y a une relation intime dans la création cinématographique, c'est l'écriture et le montage. Les montages, l'image et son. Mais c'est là où vous avez un collaborateur, voire 2, et les choses se penchent. Le reste, c'est le bordel. Il faut y aller, c'est speed, c'est du tournage, c'est des négociations de fric. D'accord? Donc, moi, le scénario, ça m'allait très bien. Donc, en scénario, j'ai écrit pas mal de choses avec d'autres réalisateurs. Il y avait un réalisateur privilégié, que vous allez voir son film tout à l'heure. Mais j'ai fait des courts-métrages, des moyens-métrages, j'avais adapté une nouvelle de Leclésio, des longs-métrages, 2 longs-métrages avec le réalisateur, un documentaire de création aussi, un long-métrage qui était passé à Canal, où c'était très intéressant parce que là j'intervenais après le tournage.
Il y a un documentariste qui a fait un film, il est revenu de Mongolie avec des rushs, et c'était la panique. Il ne savait pas comment faire, il était parti sur une idée, il avait perdu son idée. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé de faire un travail, de scénariser quelque part, de faire un docu-fiction, et de faire ça. Donc après, plusieurs projets pour la télé qui ne se sont pas faits, voilà, c'est les aléas du scénariste en France. Il faut savoir qu'être scénariste en France, c'est jamais trop apprécié, pour la simple raison, c'est qu'on est dans le cinéma d'auteur. Donc aux États-Unis, le scénariste c'est le roi, quand il fait grève, ça se voit. Quand en France, un scénariste fait grève, ça se voit pas, on s'en fout. Les seuls scénaristes qui sont bien vus, c'est les scénaristes télé. Les scénaristes télé qui font des séries, c'est pas le réalisateur qui est roi, mais c'est le scénariste. C'est parce que le scénariste propose l'écrit et après, c'est les producteurs qui choisissent les réalisateurs. Donc, je ne suis pas rentré dans ces cadres-là. Et en parallèle, et le pourquoi je vais vous parler du court-métrage aussi, c'est qu'en parallèle, je travaillais à l'agence du court-métrage. L'agence du court-métrage, je ne sais pas si des gens ont déjà entendu parler, c'est une agence, c'est une association, en 1901, qui fait de la promotion, diffusion court-métrage. C'est comme ça, c'est vraiment là où j'ai commencé à rentrer dans le milieu du court-métrage. C'est-à-dire qu'au début, j'étais au service technique, mais après, je programmais des films. C'est-à-dire que je voyais, il y a à peu près il y a plus de 600 films par an qui se font. On rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure. Et moi et mes collègues, on regardait les films, on les avait tous en mémoire. Et quand il y avait des salles de cinéma, quand il y avait des festivals qui voulaient faire des programmations spéciales, ils faisaient appel à nous, sur un thème, sur des choses comme ça. Et là, on intervenait. Et on faisait des propositions de films, des propositions de programmes. Voilà. Boulot passionnant. C'est là aussi que je me suis dit que peut-être je commençais à être réalisateur en regardant les films. C'est ce que je dis toujours, regarder des films, c'est commencer à en faire. C'est toujours voir la proposition du réalisateur et comment il se débrouille, là où ça nous semble correct, là où ça ne semble pas correct. Donc voilà, c'était une manière aussi de voir les films. Ça y est, j'arrivais peut-être vers quelque part la réalisation et oser en faire. Et puis donc voilà. Donc, surtout la chose qui a été importante dans cette période, c'est les 2 longs métrages qu'on a fait avec Pierre Vinou, dont vous voyez le nom là, parce que je vais vous montrer le premier film, le premier court-métrage qu'on a fait de manière professionnelle. Parce que Pierre Vinou, c'est un ami d'enfance et on a fait du Super 8. Nous, ma génération, on était au XXe siècle, il y a un siècle, notre génération, on voulait faire du cinéma comme vous faites du numérique, vous voulez faire des courts-métrages. Nous, c'était en Super 8. Donc on était en province, on faisait nos équipes de cinéma, on a appris comme ça. Il y a un qui joue au réal, l'un qui joue au script, à l'assistant, voilà. Et on a fait pas mal de films comme ça. D'ailleurs celui-là, Paris-Marseille, qui est en 35 mm, et la version 35 d'un court-métrage qu'on a déjà fait en 10 minutes. Et donc, on s'est constitué comme ça, un petit noyau d'équipe, et petit à petit, les plus fidèles sont restés, et on est passé au format professionnel. Alors, comment on a fait pour passer au format professionnel? On s'est dit, on n'avait pas de sous, pas de connaissances, on se faisait bouler de partout. On s'est dit, Pierre notamment, on s'est dit, il faut trouver un sujet qui coûte rien. Si on veut faire un film en 35 mm, je pense que tout le monde, vous me dites, s'il y a des expressions que vous ne connaissez pas, la pellicule 35 mm, qui était de la pellicule argentique, c'est très cher. Donc, l'idée de Pierre, ça a été de faire ça. Donc du coup, avec ce film, on a créé notre petite société de production, qui existe toujours, qui s'appelait Lou Film, je crois à l'époque, qui s'appelle Les Enragés maintenant. Et on s'est dit, on va faire les choses par nous-mêmes, parce que à force, voilà, je vous passe les détails, mais à force de cogner à la porte du cinéma et qu'on ne nous ouvrait pas, on s'est dit, peut-être dans notre tête, on va la faire nous-mêmes notre porte et puis on va rentrer. Parce que vraiment, c'est assez dur. Et donc on s'est dit, voilà, on avait des prétentions de long métrage, on est revenu au court métrage. Voilà. Donc, voilà, pour rentrer un petit peu dans la matière, premier film, je vais vous montrer Paris-Marseille. Je vous explique après. Premier film, fait en 1990, film culte, vous voyez maintenant. C'est vrai que ce film a énormément marché, donc ça a été très bien pour nous. On a gagné de l'argent, seulement on l'a réinvesti sur un film qui n'a pas marché. Donc, voilà. Donc voilà, vous le regardez et on en parle.
cales 23 ans après? Comment tu les juges 23 ans après le film? Je ne peux pas avoir un regard réel parce que c'est un regard forcément nostalgique. C'était les débuts, le rapport avec la musique. En tout cas, je trouve qu'il a la bonne durée. Hein. Je sais pas, franchement, là, je te dis, je le revois toujours. Mes films, je pourrais dire. Celui-là, c'est vraiment le film qui a marqué, notre rentrée un petit peu. Donc, vous comprenez pourquoi, quand je vous disais qu'on a essayé de trouver des idées du film qui correspondaient à notre économie. Est-ce que vous avez deviné techniquement comment c'était fait, comment s'appelle cette technique? Non? Bon, il n'y a que ça, Damien. Hein? Je sais pas. Pixelation. C'est-à-dire que on avait une vieille caméra qu'on nous avait prêtée, qui était derrière la voiture, et il y avait deux chefs-op qui se relayaient et qui appuyaient une image par une image. Donc, vous avez vu que le défilement n'est pas le même si on est sur l'autoroute ou si on est sur Paris ou si on est sur Marseille. Ce qui veut dire que sur l'autoroute, si je crois que c'est toutes les 30 secondes, ils appuyaient, ils en avaient marre. Et puis sur l'autoroute, sur l'autoroute c'était je crois 30 secondes, ou sur Paris et Marseille, il y en avait beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'on a plus le sentiment de défilement d'intérêt. La pellicule, la quantité de pellicule est égale à la durée du film. Donc, c'était des chutes qu'on avait récupérées, une caméra qu'on nous avait prêtée. C'est une vieille caméra qui faisait des cinémas d'animation, donc c'était très bien. C'était exprès pour ça. Je ne sais pas s'il y a peut-être des réactions sur le film, parce que je vous dis, je ne vais pas parler. Voilà. C'était juste par rapport à la bande-son, vous l'aviez pensé avant ou non. En fait, vous l'avez fait le film, puis vous avez appelé des titres le musicien, et ils l'ont composé en la regardant, en disant... Parce qu'il y a des voix d'enfants qui rajoutent un truc. Tout à fait, ouais. La première version Super 8 faisait 10 minutes, c'était beaucoup trop long. Faisait 10 minutes et il y avait un mix de Léo Ferré et de Philippe Glass. Philippe Glass, ça l'est. Léo Ferré, voilà. Mais Léo Ferré qui parlait à Paris, je t'aime plus, et puis voilà, il allait vers Marseille, voilà, c'était ça. Donc du coup, le montage image, le montage image, ça consistait à enlever quelques images. Et puis la fin, je ne dirais pas la fin. Il y a qu'on devinait comment on peut faire pour plonger dans l'eau. Et donc, ça a été juste enlever des petits photogrammes, pour une pellicule 35, c'était des photogrammes, pour essayer d'un petit peu, il y avait à un moment des surexpositions, il y avait des choses comme ça, voilà, on ne voulait pas qu'il y ait des flashs lumineux, voilà. C'était, à l'époque, il a beaucoup marché, parce qu'il y avait, dans les années 90, dans le milieu du court-métrage, j'entends, on n'a rien inventé, mais en France, ça se faisait assez peu. Il y avait beaucoup de courts-métrages de narration, vraiment de courts-métrages, on verra ensemble, on discutera, mais on raconte une histoire où il y a des personnages. Là, à l'époque, les gens disaient à Pierre, notamment, ils disaient « oui, mais c'est du cinéma expérimental ». Ils disaient « non, c'est du court-métrage ». Parce que pour le court-métrage, il y a de la place pour l'expérimental, il y a de la place pour tous les genres, et la fiction à narration, comme moi je fais, vous verrez. Donc, déjà, dans l'esprit des gens, on se disait pourquoi mettre la notion d'expérimental? C'est-à-dire, si le court-métrage ne traite pas ce genre de narration, pourquoi donc c'était un petit peu la réaction, même s'il a beaucoup marché. Et il a été acheté par Canal+. Donc j'étais super content. Des avis sur le film, allez-y, parlez. Même négatifs ou des questions, des sensations. Une question technique. Comment? Une question technique. Ouais. C'est quelle voiture? Une Renault. Une Renault qu'on nous a prêtée. Voilà, la régie Renault à l'époque était sympa. Pour les courts-métrages, ils prêtaient les voitures. Et le conducteur, c'est moi. Voilà. Le mec où on voit des cheveux, c'est moi. Et le défi aussi, c'était... Ouais, excuse-moi. Est-ce que tu peux juste définir un peu qu'est-ce qu'on entend par court-métrage? C'est quoi les limites? Parce que moi, je pense qu'il y a des courts-métrages qui font 30 minutes et là, il y a des choses aussi très courtes. Tout à fait. Alors le court-métrage, vous savez, quelqu'un sait la durée maximum d'un court-métrage? 20 minutes, non? Oh. C'est bien. Voilà, très bien. 59 minutes. Voilà. Au-delà de 59, vous allez dans le long métrage. Ce qui veut dire que c'est pas le même financement, je vais vous montrer ça tout à l'heure un petit peu, c'est pas la même mode de diffusion, et on en parlera aussi, c'est pas la même économie. Donc, ça va de 1 minute à 59 minutes. En France, on est assez
réputé, le court-métrage français, pour faire des films longs. Les festivals étrangers disent toujours que les courts-métrages français sont longs. Hein. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des aides. Il y a des aides au court-métrage. À l'étranger, c'est soit du film d'école où il n'y a pas beaucoup d'argent, ou soit c'est des gens qui se débrouillent eux-mêmes. Hein. Et donc voilà. Donc, à l'époque aussi, au début, les courts-métrages étaient assez courts parce que l'idée c'était de les passer en complément de programme, c'était de les passer avant les longs-métrages. Maintenant ça a disparu, on s'en fout. Il y a d'autres modes de diffusion que j'évoquerai aussi tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc ça c'est la moyenne à peu près, c'est 15-20 minutes le court-métrage français maintenant. Parce que tu disais tout à l'heure que dans les années 90, en fait, c'était des choses qui ne se voyaient pas beaucoup. Et de fait, on était plutôt en pellicule, donc 100 mm. Ouais. Est-ce que tu penses que le passage, est-ce que tu penses qu'à un moment il y a eu un basculement, il y a eu un passage du 35 vers la vidéo, qui autorise beaucoup plus facilement ce genre de choses et comment Tout à fait, parce que quand je disais, à l'époque, il y avait les chapelles qui faisaient du cinéma expérimental, hein, qui travaillaient le Super 8, le 16 mm, hein, et c'était vraiment très cloisonné. Et le milieu du court-métrage que moi je connaissais, dans lequel j'étais, qui était, voilà, la suprématie, c'était effectivement la direction d'acteurs, des histoires avec de la dramaturgie, comme on dit, avec des comédiens, des situations, alors ça peut être des comédies ou pas, peu importe. Hein. Maintenant, avec la vidéo, justement, avec le numérique, dans le monde du court-métrage maintenant, hein, moi j'ai vu les années 80, le Festival de Clermont-Ferrand, et maintenant, hein, vous avez des jeunes réalisateurs qui arrivent, et assez souvent maintenant des jeunes artistes, qui arrivent avec des propositions images, hein, des propositions visuelles, des propositions de films, qu'on ne trouvait pas avant, dans le court-métrage. L'arrivée du numérique a explosé le monde du court-métrage et a fait rentrer dans le monde du court-métrage, parce que aussi il y a une curiosité du public, qui avait envie de découvrir autre chose, que peut-être les films un peu français, la dramaturgie un peu française, ça ennuyait un peu, et puis voilà, tous ces nouveaux films qui sont arrivés, avec d'autres formes de narration, d'autres rapports à l'image et au son. Vous allez maintenant au Festival international de Clermont, qui est le plus grand au monde. Il y a une compétition dite Labo, hein, qui justement accueille tous ces films-là. Au début, moi j'y allais, il y avait peu de monde. Maintenant, tout le monde y va. On se dit, la nouveauté, c'est là-bas. Il y a d'autres films, courts-métrages français, narratifs, ils sont bien, mais voilà, l'avis du public que moi j'entends. Hein. Donc, effectivement, le numérique a apporté ça. Hein. Donc, des films comme ça, faits en 35, à l'époque, c'était un peu snob, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous font là? C'est du clip. On nous a dit, c'est du clip. C'est vrai qu'il y a un rapport son-image, son-musique. Hein. Mais, à la différence du clip, c'est que la musique a été faite après. Hein, le musicien s'est emparé des images et il est parti là-dedans, avec des propositions, et voilà, il y a eu le choix de Pierre pour les propositions. Hein. Et pour en revenir au numérique aussi, je disais que nous, moi je suis plus la génération Super 8, et quand on faisait du cinéma Super 8, c'était on allait peut-être très rarement, même on ne faisait pas quelques festivals de Super 8, mais c'était très anecdotique, et c'était vraiment entre amateurs. Hein. Maintenant, vous-même, vous faites des films, dits amateurs, parce que vous n'êtes pas avec des producteurs. Si votre film est bon, il peut être pris à Festival de Clermont-Ferrand, par exemple, je donne que cet exemple, et vous vous retrouvez avec des courts-métrages dits professionnels, financés, encadrés administrativement et tout ça. Donc ça, c'est la grande chance que vous avez, par rapport à avant, c'était qu'il fallait passer de l'un à l'autre, et trouver le truc. Maintenant, moi je vois des producteurs, ils vont là-bas, ils fouinent, producteurs de cours, qui fouinent, ils cherchent des jeunes réalisateurs qui ont fait des choses en vidéo, en numérique, qui sont débrouillés, et alors, ça peut être très bien parce que vous vous exposez d'un seul coup, vous avez 20 ans, vous exposez dans les grandes salles de 1000 plages, de 1000 spectateurs, et soit ça peut être bien, ou soit ça peut être une cata, si on se prend des bâches, ça peut bien y aimer. Oui, bonjour. Donc c'est une grande chance maintenant de pouvoir avoir accès, alors après, hein, les films plaisent, hein, mais voilà, ce secteur du court-métrage est énormément ouvert, parce que par désir voilà, de renouveler, on dit toujours que c'est le renouvellement des formes du court-métrage, hein, la notion laboratoire, renouvellement de forme. Hein. Donc, c'était la grosse différence, voilà, j'avais oublié de vous le dire. D'autres choses sur Paris-Marseille Est-ce qu'à cette époque-là, vous connaissiez des choses comme, je crois, c'était un des petits films de Lelouch? Ouais, tout à fait. Hein. C'était un hommage Comment ou... vous vous calez par rapport à ça? Est-ce que c'était, Il y avait ça, puis je crois que c'était à la même époque, parce que voilà, il faut que je rafraîchisse ma mémoire, mais il y avait aussi Koyanis Katsi. Je ne sais pas si quelqu'un avait vu. Hein, voilà. Donc,
Ça, c'est des références avouées. Hein. Et Rendez-vous ici de Louche, c'est pareil, quoi. Hein. Mais nous, voilà. On s'inspire, vous verrez, moi aussi. Mes films, et je les avoue, mes sources d'inspiration. Hein. Mais on s'était... choisi Philippe Glass pour Comment? Tu avais choisi Philippe Glass pour faire un hommage à Goyan Escapsi. Voilà, Super 8, tout à fait, tu as raison. Voilà, le film Super 8, voilà, c'était le film Super 8, la version Super 8 de ce même principe, Paris-Marseille, c'était Philippe Glass, c'était pour Goyan Escapsi. Parce que, voilà, si je commençais à faire des études de cinéma, ou j'étais en histoire de l'art, je sais pas. Mais bon, on avait une espèce de culture cinéma un peu, voilà, on piochait. Après, j'ai fait mes études de cinéma. J'étais fourré à la cinémathèque universitaire, là ça y est, les choses commençaient à... Voilà. Et là on chopait un truc qui nous plaisait, ouais c'est cool, voilà. Hein. C'était un petit peu, voilà, on tâtonnait. Hein. Voilà. Et je vous dis, ce qui était important, voilà, c'était faire le film qu'on était capable de produire, une journée, il fallait se dépêcher parce que la nuit tombait, et puis qu'on s'est entassé à 4 dans l'hôtel Formule 1, voilà, c'était le truc, vraiment, il fallait que ça tienne en une journée, et bon, le seul souci c'était la fin. Ça, les images de fin, je ne sais pas si quelqu'un a deviné comment on faisait, ou... non, parce qu'on ne pouvait pas plonger, on n'avait pas de caméra sous-marine. Comment? Dans la baignoire? Non. Alors, pour la petite histoire, c'était un copain qui bossait au service des armées, le CPA, et il a piqué un plan de sous-marin dans la mer du Nord. Donc il y a un film, le CPA, où il y a un noir, et voilà, ouais. Il nous a piqué ça. Parce que souvent les gens nous disent, au début les gens voyaient le film, ils disaient ouais génial, putain vous avez fait, puis nous on disait rien, ouais, puis en plus on va pas filmer, on va pas faire semblant. Mais bon, c'était assez bluffant de sortir les caméras, de faire tac tac et d'être dans l'axe. C'était du bricolage, hein, des grosses caméras, caméflex, c'est vraiment du bricolage quoi. Donc voilà comment on s'est débrouillé. Je vous dis, ce premier cours a marché, mais hélas on a investi sur un autre qui n'avait pas de subvention, on a tout perdu. On avait touché des droits d'auteur, on avait investi des droits d'auteur, mais c'est pas grave, hein. On travaillait en même temps, voilà, on avait la liberté aussi de bosser à côté, gagner notre vie et continuer à faire nos films. Du coup, ça a coûté combien un film comme ça? On a coûté beaucoup de choses, mais... Je sais plus. Ce qu'a coûté, la seule chose qui a coûté, c'est le labo, c'est le tirage, hein, mais il n'y avait pas beaucoup. Et après, le travail son, quoi, le mixage, même si les gens sont gratuits, même souvent les équipes sont gratuites, mais le prestataire, il ne l'est pas. Hein. Il peut y avoir un mixeur qui dit, bon, je te le fais gratis, je te donne 2 heures de temps. Mais par contre, le labo, lui, voilà, le lieu, il faut le payer, quoi. Mais je sais pas, c'est 2 fois rien. On avait demandé un peu d'argent aux familles aussi. Je sais plus, franchement, mais pas cher. Et quand Canal l'achète, du coup, on est dans l'économie là, ouais. Vous avez acheté ça combien? Il y a quelles conditions C'est combien? Je pense que ça a changé maintenant, mais à l'époque, quoi. C'est combien? Je pense que c'est 2000 la minute. 2000 les achats francs télé. à l'époque. Hein? Francs. Ouais, 2000 francs. Francs. Donc c'est... C'est 2000 francs, ça fait combien? Ça fait 300 euros. C'est ça? 300 euros tout à l'époque, ça a augmenté. Ils ont augmenté leur... les films s'achètent à la minute. Il y a UGC qui voulait l'acheter en complément de programme, je me souviens, c'était risible. Les gens d'UGC avaient repéré le film. Et ils disent, on voudrait voir votre film, on vous le met devant un long métrage, je ne sais plus lequel. Et je me souviens toujours, moi j'ai été rechercher la copie là-bas, au bureau, et elle me dit, bon, on veut le prendre, mais il fait 2 minutes de trop. Alors je lui dis, moi je déconnais, la personne était sérieuse, je lui dis, bon, on va faire Paris-Lyon. Ah, dis, ouais, c'est une bonne idée. Donc déjà à l'époque, 4 minutes, c'était déjà, ouais, les compléments de programme, et puis on a laissé tomber, quoi. Mais c'était ça, quoi, c'était la notion, ouais, vous enlevez 2 minutes, c'est bon, on s'arrête à Lyon, c'est ça. Donc voilà. Donc, avec Pierre notamment, avec lui, mais bon, il y a une histoire qui se poursuit avec lui, parce que bon, Pierre est un ami d'enfance. Hein. On a fait, lui a réalisé plusieurs courts-métrages, hein, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, et qui ont des succès variables, voilà. Ceux qu'on aimait beaucoup n'ont pas du tout marché, voilà. C'est toujours comme ça. Dans le cinéma, vous faites des choses, et même en court-métrage, qui est censé être un lieu à essai, il y a des choses auxquelles vous croyez beaucoup, ça marche moins. D'autres choses, vous dites, ça n'a pas marché, ça marche. C'est vraiment, chaque fois, on ne sait jamais à l'avance où ça va nous emmener, toutes ces histoires. Hein. Donc on a continué à faire des films comme ça. Pierre on a réalisé, lui, voilà, pour son parcours réalisation, puis moi je passais à mon parcours réalisation à moi aussi.
Donc j'étais l'alter ego scénariste sur ces courts-métrages, sur 2 longs-métrages, un qui est sorti en 2003, Supernova, qui est une petite, vraiment fait à l'arrache, celui-là, alors là, fait à l'arrache, on était 5 dans l'équipe de tournage, et c'était génial. Parce que c'est un film, pareil, pas d'argent, on faisait moitié vidéo, moitié Super 8. Et voilà, et c'était pas si vieux que ça, 2003, et on a retrouvé le plaisir de gamin de faire des films. On était 5, une équipe professionnelle, un chef-op, un ingé son, mais voilà, mais gratis, on était à la campagne, c'était bien. Et on a retrouvé ce plaisir voilà, qu'on perd parfois dans le cinéma, le plaisir de faire, une espèce d'insouciance d'être sur le plateau, le plateau de tournage, en plus c'était le plateau de Mivache, donc c'était sur le plateau, et de faire ensemble et qu'on n'ait pas de pression financière et qu'on n'ait que des soucis, voilà, un petit peu techniques, mais on la limite, et soucis, voilà, artistiques, direction d'acteur et tout ça. Donc après, on a écrit un 2e long métrage qui s'appelle Magma, qui est sorti en 2004. 12 ouais. C'est vrai? Ouais. L'année dernière. Non, c'est 2 ans. Ouais. Et donc voilà, qui a fait quelques festivals, notamment à l'étranger, en Corée, qui a un petit peu bougé. Mais pareil, au niveau diffusion, distribution, parfois il vaut mieux faire un court-métrage qui marche qu'un long-métrage qui ne marche pas. Vous avez des courts-métrages qui sont vus, parce que le principal c'est d'être vu. Quand vous faites un long-métrage qui n'est pas vu, vous n'attendez pas le succès énorme, vous n'attendez pas les lauriers, mais en même temps, quel gâchis d'énergie. Et vous avez des courts-métrages qui ont plus de spectateurs que des longs-métrages. Donc je dis que parfois, paradoxalement, qui dit spectateur dit échange avec les gens, voilà, on se nourrit de choses, alors que le long-métrage, c'est l'angoisse, c'est la sortie du mercredi. Si au bout de 3 jours ça ne marche pas, vous êtes viré. Donc le court-métrage, c'est pas pareil. Celui-là continue à sortir. Ou les miens, ils sont loués, il y a des rétrospectives, mais des programmes de festivals, voilà. Le film existe et il a toujours une vie, entre guillemets, sans fin. Bon. Alors que le long, c'est pas ça. Et donc, pour en revenir à moi, je poursuivais un petit peu ce travail-là avec Pierre en termes de scénariste, et m'est venue l'idée de réaliser un film. Voilà. Alors, sans faire de la psychanalyse, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, scénariste n'est pas toujours on n'est pas toujours bien reconnu, même si les réalisateurs se passent très bien, humainement, artistiquement. Mais il y a peut-être une frustration qui s'est créée. Et m'est venue l'idée d'écrire un premier film, L'Enfant Borne. Même si j'ai fait des films Super 8 avant, je ne veux pas vous les montrer, parce qu'il y a prescription. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le chef-op, Eric, qui a fait celui-là, qui a fait tous les longs métrages de Pierre, qui a fait mes courts-métrages, Eric Weber. C'est un peu à cause, grâce à lui, que j'ai fait mon court-métrage, parce qu'une fois, une soirée comme ça, il me dit, allez, sortez, on sort nos films Super 8, c'était rigolo. Une ambiance un peu chaude, sympa, et on sortait vraiment les films Super 8, un peu maladroits, un peu sympa. Et lui, chef-op professionnel, il a vu mon film, il m'a dit, toi, tu devrais faire des films. Et ça m'a troublé, parce que j'avais pas du tout idée à ça, quoi. Et il m'en a reparlé plusieurs fois, et puis un jour, par défi, j'avais rien écrit, et puis je dis, si un jour je fais un film, je te prends comme chef-op. Il m'a dit oui. Et donc voilà, j'étais bien obligé d'écrire, voilà, j'ai obligé d'écrire quelque chose. Donc, pour juste situer un petit peu dans les films que je faisais avec Pierre, l'ambiance de ces films, il y a une espèce d'ambiance onirique. Ce qu'il a fait après, Pierre, il n'a pas fait que, même si après il a fait un peu d'expérimental, des installations, ou des films Super 8 comme ça, non narratifs, on est partis quand même tous les deux assez rapidement vers des modes de narration qui tirent vers l'onirique, qui tirent vers l'étrange, avec chacun son style, lui il a le sien, moi j'ai le mien. Mais déjà, il y avait quelque chose qui me nourrissait, qui m'intéressait. J'avais déjà un premier désir de cinéma qui commençait à se placer sur est-ce qu'avoir envie de faire un film, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai raconté ou faire sentir? On fait du cinéma, c'est pour raconter une histoire, mettre des personnages, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir? C'est pas raconter des choses, forcément, il y a des films qui sont très bien, troublants, mais qui ne vous racontent pas des choses intellectuelles profondes, ou qui n'existent pas, mais ça vous fait voyager en quoi. Donc, écoutez, je vais peut-être balancer L'Enfant Borne, le premier. Après, on en parle, je vous dis un petit peu, voilà, c'est ça. Je vous dis ma problématique, je vous dis un petit peu qu'est-ce que je voulais faire, là où je vois que c'est réussi, loupé. Et puis franchement, là, je vous invite à parler.
Donc, cette en bande étant mon première fiction pour le réalisateur. Alors, comment commencer? Je ne veux pas vous faire une explication de texte, une explication de film, peut-être un peu théorique. Je vais peut-être vous dire les bases un petit peu de mon intention. Après, j'espère que c'est dans un échange avec vous que je précise des choses, on affine la discussion vers des thèmes qui vous intéressent autour du film. Donc, mon intention, déjà, alors, assez souvent dans le court-métrage, le premier court-métrage est assez souvent lié à l'enfance. Alors, c'est... moi, je me suis expliqué en me disant que, en se plongeant un tout petit peu sur l'enfance, qu'on voit d'où vient notre émotion, notre sens artistique, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quoi, d'où ça vient. Donc moi, qu'est-ce que j'ai convoqué notamment dans ce film, c'est la vie à la campagne. Il y a des événements comme ça, lesquels, ce qui est vrai, pas vrai, peu importe, tout le monde s'en fout. Mais ce que j'ai voulu faire aussi, me dire, c'est j'avais envie de traiter une forme de fantastique et de faire un conte, d'écrire un conte, c'est la forme d'un conte, ce film, et qu'en allant sur le domaine de l'enfance, je pouvais travailler de manière différente le fantastique. Je n'avais pas envie, même si mes références dans ce film sont évidentes, j'avais pas envie de faire Poltergeist. Quelqu'un l'a déjà vu Poltergeist, Tom Hopper? Non. Parce qu'il y a des petits clins d'œil à Poltergeist, quand il y a une petite fille dans Poltergeist qui est face à la télé, qui est fascinée par la télé. C'était du cinéma qui traite du fantastique de l'enfance, mais derrière il y a toujours une entité fantomatique, tout ça. Ça, même si ces ambiances de film me bercent, mais pas la manière dont il le traite. Moi, ce film-là et celui d'après, vous verrez, moi ce qui m'intéresse, c'est un cinéma de point de vue. C'est-à-dire que le film est guidé par le point de vue du personnage. Il y a mon point de vue, moi, de réalisateur, mais ce qui est important et ce qui me guide, c'est le point de vue du personnage principal. Là, en l'occurrence, c'est un enfant. Donc un enfant, il n'a pas un point de vue réaliste et lucide sur une situation. Il chope des choses, il les chope, il a des éléments de réponse, il ne l'a pas, et il transforme ça, et il ramène ça à son imaginaire. Donc, c'était pour vous camper un peu qu'est-ce qui m'a motivé pour écrire cette histoire, pour la cerner, pour vraiment savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut raconter, même s'il y a plusieurs traitements de scénario, c'est assez un petit peu laborieux. Là, il y a une espèce quand on voit les films, on se dit c'est simple, c'est écrit, mais bon, on se perd, il y a des versions trop lourdes, des versions qui disent trop ce qu'on veut dire, voilà, et donc même, on en parlera, mais jusqu'au montage, il faut élaguer. On dit petit à petit, il faut le moins en dire possible. Donc c'était ça. J'ai voulu aussi parler de la télévision. Moi, ma culture de l'image, c'est la télé. J'allais pas au cinéma quand j'étais gamin, il n'y avait pas de voiture, on était à la campagne. Et ce qui me fascinait, c'est la télé. Alors ça, la télévision, c'était là où la fiction rentrait dans notre maison. Et notamment les séries américaines. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, le garçon répète, tel une logorée, il répète un générique de série que moi je voyais, qui s'appelait Au-delà du réel, Outer Limits. Et d'ailleurs le générique était assez expé. Pour l'époque, je l'ai revu l'autre fois. C'est un générique où vous voyez, il y a une mire, il y a un oscilloscope, et puis d'un seul coup ça se transforme et tout, et vous avez surtout une voix off là, qui racontait, et moi ça me terrifiait, qui vous disait, en gros, n'essayez pas de régler votre image, j'ai le contrôle de votre télé. Alors, vous êtes gamin, vous voyez ça. Et quand j'ai repensé à ça en faisant le film, je me suis dit, pourquoi j'ai envie de faire des films, c'est que j'ai envie de faire comme ce personnage-là. Ça veut dire prendre les gens et les foutre sous hypnose. Parce que moi, ce que j'adore dans le Cinoche, c'est ça, et c'est ce qui me fout la trouille aussi quand on fait des films, c'est on se dit, est-ce que les gens qui viennent dans une salle, pour un court ou un long, est-ce qu'ils vont être en mesure, est-ce que le film est assez fort, à les ingrédients qu'il faut pour les faire s'oublier soi-même. Moi, c'est ce que j'aime. Je vais dans une salle de ciné, quand je suis transporté, je m'oublie, et je suis une espèce de connexion avec le film comme ça. Et donc, c'est ce que j'aime, cette fascination du film, du cinéma, de mettre sous hypnose les gens. Donc, cette série, me rappelait ça, et c'est complètement ça. C'est proposer des fictions aux gens, ou de la musique, tout ce qu'on veut. C'est toute création, c'est
les mettre sous hypnose, les mettre dans un état de transe et l'accepter et y aller. Hein. C'est ce que croit l'enfant aussi. Hein. Lui, il croit aussi qu'il a des dons. Donc, est-ce que c'est bien clair un petit peu le chapeau, entre guillemets, un petit peu de ce qui a conditionné. Après, on peut rentrer dans les détails, de mise en scène et tout ça. Hein. Mais c'était donc ça. Là. Parler de l'enfant parce que j'aimais le fantastique et je rentrais dans le fantastique par l'enfance. Hein. J'évitais les écueils parce que, bon, mes références aussi, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, il y a du Shining de Kubrick. Je parle au niveau du personnage. Hein. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand le petit gosse, tout le monde l'a vu, Shining, non? Ouais. Le petit clin d'œil que je fais des petits clins d'œil, c'est normal. Hein, puis, faut le savoir, hein, vaut mieux avoir des bonnes références que des références pourries. Hein. Et il y a un clin d'œil, c'est quand Tommy, je crois que c'est Tommy, je ne sais plus comment il s'appelle, dans Shining, il est là tout seul, il parle tout seul. Et puis il y a un moment, son père est parti à l'hôtel. Hein? Danny, voilà. Et son père est parti et tout, et là, il est là, il parle comme ça à la salle de bain, et moi ça m'a stupéfait. Et il dit, mon père va appeler. Voilà. Mon père va appeler, et 10 secondes après, il appelle. Voilà. Et c'est ce côté-là qui me fascinait, et c'est ce que le petit clin d'œil que j'ai fait ça à Shining, c'est quand le gosse est dans sa borne au début, il dit, elle arrive. Et voilà. Et on se retourne, on n'entend rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Hein, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de portable pour se dire tiens chérie j'arrive, et voilà. Et c'était, pour moi, c'était une manière, comme je me dis que je suis sur un point de vue d'un enfant, je me suis dit je veux même aller plus loin, c'est l'enfant qui est le scénariste. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide du début de l'histoire, c'est pas moi. Mais moi j'étais tranquille comme ça, parce qu'après je me suis dit j'ai plus qu'à le suivre. Vous voyez, c'est une petite logique que j'ai eue dès le début. Et je me suis dit voilà, c'est lui le scénariste, je plonge moi à travers lui. Et voilà, et donc c'est lui qui déclenche l'histoire. Ça j'aime beaucoup. Le deuxième, je l'ai fait un petit peu aussi. Voilà, bon, on a tous des récurrences après. Bon, pour les autres films, je vais essayer de me calmer. Hein, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand c'est le personnage qui de l'intérieur lance. Hein, voilà. Que dire de... Ouais, 1000 choses à dire sur le film. Mais bon, voilà, ce que je voulais, c'est bien vous dire comment... Voilà, donc sur quoi j'étais calé. Pascal, dès qu'un réal met un enfant dans un film, en général, il y a une dimension autobiographique, toujours un petit peu. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. C'est assumé, là aussi. Ouais. Oh, sur la maladie, sur... Voilà. La campagne, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, l'accident de voiture, ça s'est arrivé. Ouais. Enfin, moi, j'habitais à la campagne, et puis c'est vrai que j'étais sur une borne, toujours avec les routes nationales, j'étais assis sur ma borne, alors que là, il n'y a pas de voiture. Au début, j'avais imaginé des voitures, l'assistant me dit, il y a des voitures, je dis non, il n'y a rien. Il n'y a qu'une voiture, c'est une ambulance, et puis une voiture là. C'est des manières aussi de décaler un peu la réalité. Ça aide à rentrer dans les notions de compte. On n'est pas dans la... Et il y a eu, voilà, je me suis souvenu d'un accident de voiture en pleine nuit, comme ça, où mon père était aider des gens, et il se pourrissait la gueule dans la cuisine, il s'engueulait, voilà. Et moi, j'étais dans la cuisine, j'étais terrifié, quoi. Voilà. J'ai fait une espèce de mix de tout ça, mais ça vient tout seul. Hein. À partir du moment, il y a des choses préméditées au début que je vous ai dit, mais après, quelque part, tirer un fil. Hein. Bon, je me souviens des flèches aussi, moi, j'avais un frère, on faisait, mais comme tous les enfants à la campagne, hein, moi j'habite dans le Berry, donc c'est très plat, et ben, vous avez intérêt un petit peu à voir ce qu'il n'y a pas, quoi. Donc on faisait des territoires invisibles, on s'amusait comme ça, et j'ai envie de parler un peu de ça aussi. Alors c'est pas traité frontalement, mais le côté l'imaginaire de l'enfant à la nature, qu'est-ce qu'il fait pour s'occuper de son imaginaire. Et puis j'avais envie aussi de rendre un côté mystérieux, à quoi pensent les enfants, c'est ce que je me dis. Quand on le feedback avec Eric, le chef-op, avec l'enfant, je voulais pas qu'on devine les émotions chez le gosse. On ne sait pas ce qu'il pense. Quoi. Voilà, ça c'est le gosse un petit peu autiste, comme ça, entre guillemets, toujours à distance. Donc, voilà. Donc, effectivement, des éléments autobiographiques. Le deuxième, non, vous verrez, parce que c'est des gens plus âgés que moi. Donc, voilà, je fais... C'est ton futur. Mais il y a toujours des éléments. Voilà, c'est sûr. Ils étaient plus âgés que toi. Les parents, c'était bien plus âgés que toi. Et on met toujours des choses à soi après, il faut les transposer. Parler de soi à la première personne, c'est pas intéressant, mais il faut bien se nourrir de soi. Et moi, je me suis nourri de mes émotions d'enfance plutôt qu'une autobiographie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus des émotions, des sensations que j'ai provoquées. Hein, moi, quand mon enfant, j'ai l'impression que j'étais toujours souvent à l'écart des parents, des adultes. Toujours dans un coin, donc voilà, toujours dans un coin, et c'est pour ça aussi que ça se sent dans le film. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont reproché. Ils disent, il n'y a pas d'affectif dans le film et tout. Et je dis, si, on est dans le point de vue de l'enfant. Pour lui, l'enfant, il y a une glace invisible avec les adultes, parce qu'il sent qu'il se passe des choses. Quoi. Et moi, j'avais ce sentiment-là. Et ce que je vais essayer de faire aussi à la mise en scène. Une espèce de distance entre lui, les autres, un producteur de chant, voilà.
Mais c'était ma manière de voir. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le film pour ça. Et c'est fou que les gens froid. te le reprochent, qu'est-ce que ça peut leur foutre Ah non, mais je t'assure, ouais, non, mais. Et voilà, et alors après. Ils aiment pas, mais c'est qu'ils te reprochent. Ouais, non, mais parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, bon, par exemple, il y a une maladie, il faut s'enlacer et tout. Non, c'est toi, c'est. Et je leur disais d'ailleurs, la mère, elle sait comment casser la butte du gosse, quoi. Hein. Il y a des trucs de montage comme ça, d'un seul coup, paf, elle le chope. Voilà. Donc il y a quand même, mais. Et puis c'est des gens qui parlent pas, c'est des gens de la campagne, ils parlent pas. Chez moi c'était pareil, on parlait pas trop, voilà, c'est pas des intellectuels, gros, voilà, c'est bon, du coup, les émotions, les angoisses, on les dit pas. Hein, voilà, donc pour ça, après voilà, moi je fais des films comme je les sens, comme je vois les relations entre les gens, après. Il y a des gens qui font des films avec des gens très bavards parce que même le son, bon, tant mieux, parce qu'ils savent ce que c'est. Des réactions sur, de toute, quelle que soit la réaction, hein, le fond, la forme. Moi j'ai une question météorologique. Oui. Pourquoi c'est dans les courts-métrages français, il fait toujours froid? Il fait toujours froid? C'est toujours triste. Il fait toujours, pardon? C'est toujours triste. Ouais, c'est froid et triste. Ça, c'est un peu dans les versions des courts-métrages. Ouais. Et donc les courts-métrages français. Puisque les Belges, il fait souvent froid aussi. Ouais. Mais il y a une dimension un peu plus loufoque, avec un ressort comico, etc. Alors que les courts-métrages français. Je ne vais pas me refaire. C'était. Non, mais tu as raison. Alors, la différence entre le vin et la bière. Moi, je veux savoir si l'image que tu as vue là est proche de celle que tu as faite par d'un point de vue photographique, avec une technologie dans un lieu, etc. Et le côté délavé des images, etc. Est-ce que c'est ce que tu as voulu? Ou est-ce que c'est le projecteur qui déconne? C'est le projecteur qui déconne. Là, c'est très vert, là. Hein? C'est très vert. C'est très vert, une lumière verte insupportable. Non. Il y a des brins, il y a des brins, l'herbe est quasi turquoise normalement. L'étalonnage, on a beaucoup bossé pour justement. Je disais à tous mes collaborateurs techniques, artistiques, on fait un compte. Donc on décale par rapport aux teintes naturelles et tout. Quoi. Moi, j'ai vu le cinéma, il est contrasté. Au niveau des teintes, je trouve ça extrêmement. Enfin, moi qui viens personnellement aussi de la campagne, j'ai retrouvé énormément de paysages que je connais, de couleurs, d'ambiance que je connais. Le travail au niveau des couleurs, il est tout à fait représentatif et bien travaillé. Plus que. Non, c'est. Pourtant, en plus, t'es de côté, là, moi j'étais assis de côté, voilà, mais. En tout cas, de côté, c'est cool. Je me suis assez inspiré aussi. J'ai un réalisateur fétiche, alors que ce que je fais n'a strictement rien à voir avec ce qu'il fait. C'est Tarkovsky, réalisateur russe, Andrei Tarkovsky. Et à l'étalonnage avec le chef-op, je lui montrais juste des extraits. Je lui montrais pas les films, je lui montrais la couleur de l'herbe. Chez Tarkovsky, je dis moi je veux ça. Parfois on connaît rien, on est un peu con. Moi je veux ça. Parce que je retrouvais un petit peu dans légèrement, là on ne peut pas le juger, hein, mais en projection normale, dans l'herbe, vous avez un petit peu la couleur qu'on a de la pellicule Super 8 40 ASA. Quand on faisait du Super 8 en la pellicule 40 ASA, il y avait une espèce de... les teintes n'étaient pas naturelles, ce qui était très beau, quoi. Il y avait ce vert, et puis il travaillait la terre aussi, la couleur de la terre. Voilà. Donc c'était ça. La référence. Avec quoi? Hein. Super. Comment? C'est tourné avec quoi? Avec en caméra? C'est du 16 scope. On n'avait pas les moyens de faire du 35 mm scope. Tout le monde voit ce que c'est le scope, hein, format horizontal, très horizontal. On n'avait pas les moyens de le faire au 35 mm, caméra 35 mm scope. On avait une caméra 16 scope parce qu'il y a un monsieur en France qui s'appelle Thierry Jonquet, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais qui a inventé un système où on pouvait mettre des anamorphoses scope sur du 16 mm. Donc, voilà, on pouvait avoir la version scope. D'ailleurs, c'est un peu plus... le scope, c'est 2,35. Là, je crois qu'on est à 2,55. Il y a des beaux objectifs quand même dessus. Ouais, ah oui. Ah, oui. Moi, je l'ai connu, c'est parce que j'ai connu ce système, parce que le chef-op connaissait aussi Gaspard Noé. Quand il a fait ses premiers films, pareil, il utilisait le même système. Et voilà, comme j'avais interviewé Gaspard Noé, il m'avait parlé, voilà, et donc voilà, c'était un peu le... Voilà. Greenaway aussi. Hein? Greenaway aussi. Ouais. Et bon voilà, bon. Le scope, c'était pas un caprice de ma part. C'était
c'était autant que le scope, et notamment utilisé par les Américains a été utilisé pour faire un côté spectaculaire, hein, faire du western, faire des grandes scènes où on voit beaucoup de monde. Le scope, à l'inverse, est très intéressant aussi pour montrer la solitude de quelqu'un. Hein, voilà, pour l'isoler, bon, vous voyez le paysage sur la Terre, et même quand vous êtes dans le scope en intérieur, hein, vous pouvez mettre tout le monde dans ce cadre. Et du coup, créer un petit peu de rapport en intérieur notamment, et c'est une manière de composer, comme dans la borne, j'avais la maison, j'avais tout. Hein, voilà. Donc c'était pour ça aussi. Et puis voilà, moi, la campagne, c'était l'horizontalité, hein, c'était pas la verticalité, hein, c'était des champs, voilà. Donc l'horizontalité, il fallait l'exagérer. Quelle année le film est quand 87 celui-là, je crois. Ah, ouais. 87 Ouais. 7. 7. 87 Non, 16. 2007. 2007 Attends. Il a fait Le premier était Putain, le film est en 2007, tu l'as fait. non, Tu l'as fait en 2007. 2007. Ouais. Excusez-moi les années, je ne connais plus. Il y a un âge, il ne faut plus. J'aurais pu nourrir le film de beaucoup plus d'errance dans la nature, hein, mais manque de temps, et puis que j'avais pas le choix dans les axes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a qu'un axe dehors. Hein, parce que la maison me plaisait, donc je me suis dit c'est cette maison-là, on ne va pas la transporter ailleurs. D'un seul coup, quand je l'ai vue extérieurement, je dis tout de suite, je suis dans je sais pas, un mélange de petite maison avec un truc en bois, un appentis en bois. Voilà, il y a des moments, il y a des rencontres avec des lieux, on se dit c'est bon, voilà, on ne cherche pas. Par contre, donc il y avait la route qui s'en allait, le champ, et de l'autre côté c'était habité. Donc au début j'étais parti au découpage sur vachement de choses, on suivait de gamins et tout, j'exagérais l'étendue, et je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'on n'a que 15 minutes, hein, et qu'il fallait à l'essentiel, et puis que je crois aussi que si vous avez un scope, si vous avez un son particulier, une image ça imprime suffisamment les gens, c'est pas la peine de 50, et surtout de se perdre dans le nerf de l'histoire, qu'est-ce qu'on va raconter, et qu'est-ce qui... Hein. Donc parfois vous avez des contraintes qui sont très intéressantes. Dire, c'est pas ce que j'imaginais, je voulais du 180 degrés. Moi, j'y rêvais comme les films américains. Vous avez toujours des films américains, des voitures qui arrivent et puis une maison toute seule plantée là. Hein, avec il y a la petite éolienne qui grince. Moi, c'était ça, c'était mon rêve. un mec qui joue de banjo. Ouais, voilà. Non, mais c'était mon rêve. Hein. Je disais au producteur, moi, je veux ça, une éolienne, tout ça. Ouais. Alors, comme disait Jacques tout à l'heure, si tu avais à le refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu modifierais dans l'ensemble? Musique, image, peut-être le rapport à la musique. Je trouve que parfois la musique dit trop l'image, que peut-être plus de scènes avec des sons directs, parfois. Hein. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un peu trop de musique. Ça, c'est le deuxième, vous verrez, c'est un peu pareil, la musique, mais je pense qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit fais confiance à ton image. Ben oui, voilà. On sent crainte que ça soit pas tout à fait. ici. Oui. Ouais. Puis c'est du plaisir qu'on se fait à soi-même d'écouter la musique, de se foutre dans l'ambiance, quoi. Hein, ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Bon, après, vous avez les réalisateurs américains de Palma, ils en font partout, voilà, 90%, et d'autres, voilà. On y pense. De Palma, on y pense. Ouais. C'est très américain, la musique, en même temps. C'est la façon, il a 95% américain d'huile de son. Ouais. La musique, ça n'arrête pas. Il y a tout le temps derrière. Les films, il y a pas de... Bon, je pense que là, la musique a une création un peu plus intéressante que les films hollywoodiens. Hein. Qu'est-ce que je referais? Je sais pas, celui-là, je suis super content. Je suis super content parce que je vois la galère que ça a été pour l'enfant, notamment. Ça a été très tendu, parce que c'était mon premier film en tant que réalisateur. J'avais 4 adultes, un enfant, et je ne m'imaginais pas ce que c'était de diriger un enfant. On se fait plutôt diriger par un enfant. Hein. Donc, pas mal de machinerie, pas mal, voilà. Hein. Donc, quand vous arrivez le premier jour, et puis il y a 30 personnes, 25 personnes, 25, et puis dire moteur, vous avez la voix qui... parce qu'il faut assurer. Et puis c'est tous les jours, il faut sortir des plans. Vous voyez bien les machinaux, les électros qui vous observent pendant une journée, 2 journées, hein, qui se disent, voilà, si on a un 40 boss, c'est ridicule, mais c'est comme ça, c'est le cinéma. Donc quand ils voient que le chef-op respecte le réalisateur, eux respectent le réalisateur. Des conneries. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc, vous avez une belle pression, quoi. Et donc, malgré tout ça, je suis super content de ce qu'on a sorti. Combien de jours de tournage, du coup? 6 jours. 6 jours. Montage? Montage montage image, c'est très court. C'est le montage son qui est très long. Ouais. Montage 3 semaines image. Et puis après le montage son, ça a duré 2 mois, mais tout simplement, c'est parce que les gens voulaient payer un petit peu.
Hein, il y avait de l'argent quand même sur ce film, mais bon, on ne peut pas les payer plein pot. Et donc du coup, ben, les gens, j'allais le samedi, le dimanche au studio, ils m'appelaient, ils me disaient viens, le studio est libre, tu peux venir. Voilà. Donc c'est toujours, même quand celui-là était bien financé, vous avez vu, j'ai eu la chance de débutant, quoi. Il y a le CNC, il y a Arte qui a préacheté. Hein, les télés achètent en amont, préachètent ou achètent après, j'ai eu la chance. Sur le scénario. Hein, sur scénario. Voilà. Préacheté, la région et le département. Donc, c'est vraiment, j'ai fait le tour des... Il y avait une enveloppe de combien du coup en tout, 125 000 euros. On a eu 125 000 euros. Il ne faut pas vous dire un court-métrage coûte 125 000 euros. On aurait eu 200 000, il aurait coûté 200 000. On aurait eu 60 000, il aurait coûté 60 000. Ça veut dire qu'on a une enveloppe et on se dit techniquement et artistiquement, est-ce que ça tient dedans? Nous, ça tenait à l'aise dedans. Hein. Il y avait, voilà, après, c'est la régie qui était bien, à l'hôtel, chacun était dans sa chambre. C'est pas comme le deuxième. Il y a moins de fric. C'était 2 par chambre. Mais vous voyez, il faut bien vous dire que l'argent, on récolte maximum d'argent. Et assez souvent, quand il n'y en a pas beaucoup, producteurs et réalisateurs se voient et se disent, est-ce que, avec toutes ces contraintes d'argent, où on descend sur la machinerie, on descend sur celui-là, sur des durées de tournage, c'est les durées de tournage qui durent, mais est-ce que le réalisateur, il a son film? Est-ce que, à trop de compromis, on ne perd pas son film? C'est très important. Hein. Le deuxième, vous verrez, il est un peu plus long, j'ai eu 65 000 euros. J'ai eu 2 fois moins. Mais ça s'est bien passé. Mais voilà, j'ai arrangé ma mise en scène. J'ai moins de machinerie, là on voit qu'il y a un peu de machinerie, un peu plus de lumière, donc qui dit lumière dit installation. Voilà, tout est lié, quoi. Hein, donc, mais bon, j'ai pas senti de... Et puis bon, le cinéma est un art de la contrainte. Hein. Je veux dire, il faut le savoir et il faut toujours se relever au dernier moment et avoir une autre idée. D'autres réflexions sur le film? Allez-y. Hein. C'est quoi le circuit après diffusion? Comment ça va tourner? Le circuit, c'est surtout festival. Avant tout festival. Hein. Celui-là, il a eu 2 prix déjà. Hein. Donc tu peux nous expliquer par exemple pour un festival comment tu fais? Tu poses ta candidature, tu envoies ta vidéo? Tout à fait. Voilà, il y a des appels d'offres. Hein, et à l'époque, on envoyait le DVD et puis un bulletin d'inscription. Maintenant, il y a beaucoup de festivals, l'agence court-métrage a mis en une base de données commune où il y a tous les films et les festivals pourront télécharger avec un code, ce qui est très bien, quoi. Hein. Donc voilà, et on l'envoie, vous faites la tournée de festival et puis celui-là, il a beaucoup marché. Le deuxième a moins marché. Et j'étais triste parce que j'aimais beaucoup le deuxième. Et comment t'expliques ça? Comment tu l'expliquerais toi de ton point de vue que celui-là il a marché, le deuxième il n'a pas marché? Bon, il y a quelqu'un qui m'avait dit avant, il avait vu le film, il dit toi ça va marcher, les films avec des enfants, les courts-métrages avec des enfants, ça marche. Voilà, donc, et les enfants. Voilà. C'est con. Non, celui-là il a marché aussi, c'est parce que on était assez peu à l'époque à faire une espèce de fantastique onirique en court-métrage, attention. Hein. Et donc du coup, quand tu as par exemple le festival de Clermont, ils prennent 50 courts-métrages en compétition nationale. Par exemple, Clermont, ils essayent d'un peu de panacher. Hein, ils voient ce qui est de meilleur dans chaque truc, en comédie, voilà. Donc, bon, bah voilà, moi je me suis retrouvé avec un autre film, qui est super, Lisa, le réalisateur est devenu un pote, parce que c'était 2 films avec des enfants, des univers différents. Lui, il était beaucoup plus barré, références surréalistes et tout, c'était très fort, quoi. Et il y avait nos 2 films là, et à chaque fois, quand les gens me voyaient, ils me disaient, il faut que tu ailles voir son film, et puis lui, c'est pareil. Donc on était à peu près 2, voilà, sur le registre fantastique enfance, mais avec des directions différentes. Et en court-métrage aussi, ce que tu as aussi, c'est que tu as pas mal de salles de cinéma qui louent des films, qui font des programmes. Et il y a un système, via l'agence, que j'expliquais peut-être, il y a un système, les gens peuvent venir voir les films. Moi j'étais programmateur, c'était pour des locations. Hein, et après, les gens louaient les films et l'argent est reversé aux producteurs. Donc les gros circuits, c'est ça. Mais les festivals, c'est très bien, parce que c'est une chose de faire des films, c'en est une autre d'en parler. Et ça, j'ai appris à parler des films. Alors soit on est trop en dessous, on est trop en dessous du film, on s'excuse trop de faire un film et c'est pas bien. Et j'ai eu des réals, par contre, le discours super offensif, et quand on voit le film, on dit il n'est pas dans le film, quoi. Donc c'est aussi un apprentissage de réal d'accompagner son film, d'être à la hauteur. Hein, et voilà, de transmettre ce qu'on a voulu faire. Après, les gens n'aiment pas. Bon, bah,
C'est connu. Hein, c'est comme ça qu'on s'est connu. Voilà, tout à fait. Ouais. Ici. À Chalon. Est-ce qu'ils t'attendent pas après, par exemple, celui-là il marche bien, après ton nom qui est plus ou moins du coup, connu, est-ce qu'ils t'attendent pas après avec le deuxième en se disant, bon, ok, c'est son premier, le deuxième, ils ont une sorte d'attente, genre une émulsion, et puis du coup ça augmente la déception que lorsqu'on ne connaît pas, et puis qu'il y a quelque chose de la surprise. Possible. En même temps, il faut savoir que dans le court-métrage, les gens jugent film par film, il n'y a pas une logique d'auteur, entre guillemets, hein, comme en long. Vous savez, on attend le prochain Ozon, on attend le prochain Tarantino, le prochain... Voilà. Là, c'est les festivals jugent film par film. Et, tu peux avoir des festivals, moi j'ai un réalisateur, il avait fait des films, à chaque fois il était prêt à Clermont, sauf un. Et bien sûr il était en colère, mais je dis, mais ils ne sont pas obligés de prendre tes films, quoi, parce qu'ils n'avaient pas aimé. Hein, ça c'est... Et puis voilà, après c'est le choix des gens, les gens qui regardent. Hein. Moi ça m'est arrivé d'être dans des commissions où visionner des films, c'est hyper dur, quoi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on était bien réceptif? Voilà, c'est... Et Clermont, ils envoient en français, attention c'est international, ils envoient 1300. 1300, ils en prennent 50. Non mais imaginez 1300 films qui sont obligés de se fader, quoi. Hein. Donc on est prêt à Clermont, on est super content déjà. Et donc, parce qu'il y a à peu près, l'année dernière, il y a eu 600 films qui ont été réalisés, 600 courts-métrages, réalisés comme l'Enfant Bande, ça veut dire avec une société de production, hein, ce qu'on appelle encadré administrativement, financièrement, avec des aides et tout ça. Hein. Donc, 600 films comme ça, et vous voyez, le ratio, clairement, on reçoit tout, hein, des films tels que l'Enfant Bande, c'est-à-dire produits, et d'autres films non produits. Hein. Vous, étudiants, vous avez envie d'envoyer un film, et donc, vous voyez, il y a 1200-1300 films. Donc, ça veut dire qu'il y a un ratio de 700 films sauvages, 10 sauvages qui se font. Donc, avant, voilà, ils en faisaient du court-métrage ou du super 8. Bon, du court-métrage dit professionnel ou du super 8. Là, ça a explosé, quoi. D'autres réflexions Comment tu as fait pour avoir, par exemple, des aides, que le fait que, par exemple, ait acheté le film à l'avance, des démarches ou comment ça s'est passé? Il y a parce que le film a eu l'aide au CNC, c'est le CNC qui est le Centre National du Cinéma. Hein, c'est une aide. Hein, quand tu vas au cinéma, tu vas voir même un gros film hollywoodien, une petite taxe sur tous les films, hein, sur chaque ticket, petite taxe qui va au CNC et qui aide la production française et notamment le court-métrage. Ce qui veut dire que même les gros films, quand on gueule après les gros films qui marchent, les Besson, tout ça, on dit oui, mais n'empêche, le système français fait que ça rebalance de l'argent. Donc, il y a de l'argent qui est injecté, notamment pour les deux courts-métrages. Comme la SACEM. Voilà. Et donc, du coup, le CNC, tu déposes, tu as fait ton film, tu déposes avec le producteur, tu fais une note d'intention, un devis, tout ça. Et il y a une commission. On dit toujours le CNC n'a pas voulu mon film, je dis toujours aux gens, c'est pas le CNC. Le CNC, c'est une coquille administrative. Eux, ils demandent à des professionnels de venir faire les commissions. Moi, j'ai déjà fait partie des commissions. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui jugent les professionnels. Et dans ce cadre au CNC, il y a toujours des représentants de la télé. Et il y avait Hélène Faure, merde, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, il y avait la nana d'Arte, parce que Arte, Canal, France 2. Les autres, ils n'achètent pas de cinéma. Et comme ça, elle a lu, elle a aimé, et donc elle s'est positionnée dessus tout de suite. Elle a rappelé, et puis elle a dit, moi je le veux. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Puis après, c'est très administratif la production. Hein. Tu sais, les producteurs envoient les projets à gauche, à droite. Les régions, tu fais plusieurs régions. En fonction artistiquement, moi je voulais la région centre. Parce que je venais de la région centre, ils n'ont pas voulu. On a essayé Champagne-Ardenne, parce que je me dis que les paysages allaient. Et puis voilà, et puis après, quand tu as fait le tour vraiment de toutes les aides, tu vois, est-ce que j'ai assez d'argent ou pas? Ben, j'en ai, on fonce. Ah, le travail de producteur, il y a le côté artistique qui est vachement bien, hein, c'est-à-dire la relation au réalisateur, le travail sur l'écriture, la réflexion sur les choix technico-artistiques ou artistico-techniques. Hélas, pour eux, c'est 10%. Quoi, c'est des machines à faire des dossiers. On ne va pas se plaindre, on a des aides. Mais c'est sûr que les aides, ben, voilà, il faut que ça se structure, il faut que ce soit du dossier, voilà, c'est de la paperasse. D'autres réflexions, non? Sur la mise en scène, sur, je sais pas, sur l'enfant, sur la borne. Ah oui, c'est la D179, ouais. Pourquoi? Ça, c'est la DDE qui...
C'est la région centre, c'est ça? Ça a été filmé. Champagne-Ardenne. Donc tu as tourné là-bas. Ouais. Ah ouais. En novembre. C'est pour ça que c'est toujours froid dans les courts-métrages. Je tourne en novembre. Ça sent 1914, Berlin, tout ça. C'est vrai que je suis pas un triste plus dans la vie, mais c'est vrai que quand je fais des films, c'est pas très gai. Et en même temps, je veux faire, moi ce que je veux. Une voiture qui prend un seul photo alors qu'il y a 500 mètres de chaque côté, c'est un peu drôle. Ouais, bien sûr. Il a été bourré, hein, il a le droit. C'est vrai que moi j'essaye de faire des films avec des sujets un peu graves, avec un fond grave, mais je ne veux pas que le film soit lourd. Voilà, j'ai toujours un souci de ne pas plomber encore plus le sujet. Donc j'espère que j'y réussis. Hein. Je pense qu'il y a de l'émotion, mais le film est pris dans un contexte un petit peu fantastique à ma manière, qui fait que, voilà, on est dans un genre un tout petit peu codé. À un moment, on a des références de code du genre, mais voilà, c'est pas le truc où je ne veux pas enfoncer le truc. Ça, je ne supporterai pas. Voilà. Donc, j'essaye toujours de trouver cette distance. Le deuxième, pareil. Et c'est vrai que le fond du thème, voilà, c'est sûr. Hein, mais... Non, mais ça va, t'as pas dépassé les bornes. D'autres choses ouais, vas-y. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs interprétations au niveau de la narration? Ah, voilà. J'aime bien cette question. Vous avez entendu? Non. Est-ce que je suppose, c'est ça, qu'il y a plusieurs... Est-ce que tu supposes qu'il y ait plusieurs interprétations au niveau de la narration? Complètement. Ouais. Et notamment par le... Parce que c'est quoi ton interprétation? Après, je savais plus trop en fait à la fin si c'était... si en fait il avait tout imaginé tout ça, l'enfant, et il retrouvait sa vraie mère qui était celle de la fin. Parce qu'il y a plusieurs mères et on s'y perd un peu et tout ça en fonction. Il y a la mère, on voit depuis le début, et la femme qui est accidentée. C'est deux choses différentes. Et à la fin, on voit la mère. Hein, la femme est décédée. C'est vraiment la mère. Mais il y a... ce qui m'a plu dans le film, effectivement, c'est dans les réactions au film, c'est le côté, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs? Est-ce qu'il n'a pas de pouvoir? Est-ce qu'on est dans son imaginaire ou pas? Est-ce qu'il a eu une action sur le fait que la femme meurt? Ou une prémonition? Prémonition, voilà. Donc, ça par contre, moi je suis preneur, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est parce que, au début, quand j'écris des scénarios, les premières versions du scénario, c'était un peu plus expliqué tout ça. Et déjà, déjà pour les commissions, il faut dire que pour les commissions, il faut partir du principe que les gens ne savent pas lire, et que si vous faites un fantastique trop elliptique, on ne comprend rien. Alors que les mêmes personnes qui vous diraient ça, ils auront de l'image et du son, c'est plus dans la compréhension, ça se passe dans ailleurs. Mais quand vous lisez, c'est bizarre, quand vous lisez, on est lecteur. On a beau leur dire, vous ne lisez pas un roman, c'est un scénario, ça veut dire qu'il va y avoir, ça va être incarné par des personnages, il y a des choses qui vont passer sur leur tête, et il va y avoir de l'image et du son qui vont vous emmener vers des choses qui vont vous donner des clés, un peu d'explication. N'empêche que, donc souvent les versions de scénario sont un peu plus explicites, mais après au découpage, j'ai commencé à faire des ellipses, et au montage. Au montage, il y a beaucoup de choses. Hein, quand le gosse dit « j'ai pas peur, c'est que ma mère, il va voir la femme » et tout ça, hein, c'était tout. J'avais pensé à le voir pousser la porte, aller voir la femme. Et puis d'un seul coup, j'avais ce mouvement de caméra, de travelling, et puis je dis au monteur, non mais laisse, on va pas monter autre chose, c'est l'esprit de l'enfant qui s'en va. Il me dit, mais c'est l'enfant, l'esprit de l'enfant, je dis, on s'en fout. Mais c'est des choses qui vous viennent. Alors ça, franchement, ça c'est pas prémédité. Parce que tu te surprends toi-même avec la matière, et si j'enlève, et si j'enlève, et si j'enlève, ça devient intéressant. Là, on ne voit pas l'enfant aller l'un à l'autre. Voilà. Et souvent, des gens m'ont dit, on sent l'esprit de l'enfant qui se promène. Et je l'ai vu une fois dans une super salle, la copie était Dolby SRD, il y a une super salle, il y a des moments où j'étais surpris moi-même, l'enfant me chuchotait derrière. Et des chuchotements à l'arrière, et voilà, c'était super. C'est-à-dire que l'enfant, voilà, on est entre ses griffes, on est dans son imaginaire. Quoi, hein. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, si, c'est lui qui a réellement, il s'est déplacé, il a marabouté la dame, et c'est comme ça qu'elle est morte. D'autres, ils me disent non, parce que moi, mon explication, c'est, quand les gens me disent comment elle est morte, je leur dis, voilà, elle a eu un choc à la tête, et puis elle est morte, voilà. Il paraît que les boxeurs, quand ils ont des chocs, il ne faut pas qu'ils dorment. Parce que c'est là qu'ils peuvent, ils ont un choc au cerveau, c'est là qu'ils peuvent mourir. Ouais, c'est ça, voilà. Bon. C'est un choc post-traumatique, voilà, ça s'explique. Hein. Mais voilà, j'aime bien, moi j'adore ça. J'aime pas le fantastique expliqué. En France, quand vous faites du fantastique, il faut des fantastiques expliqués. C'est-à-dire le retour à la normale. Ah tiens, c'était donc ça. Ah bon, d'accord.
Moi, je peux pas. Le rêve. Moi, je peux pas, j'ai tout ça pour ça. Moi, je prends l'intelligence des gens et la sensibilité des gens. Pas l'intelligence, on a trouvé, mais la sensibilité. On fait un film, on essaye de donner des choses, après, démerde-toi, quoi. Voilà, après, il y a des... Alors voilà, il y a du public qui adore être livré à soi-même, se raconter son histoire, puis d'autres pas. Bon, j'ai choisi mon camp, donc voilà. Alors après, à moi, si on me donne l'occasion de faire d'autres films, d'améliorer ça, hein, parce que je veux toujours affiner. Mais voilà, c'est la direction que j'ai prise. Après, je dis le réalisme ou le fantastique et piqué, je ne peux pas. Même si je commence à écrire comme ça, à un moment, malgré moi, contre moi, voilà, je vais vers ailleurs. On passe au deuxième. Voilà ma deuxième comédie polonaise. Ah bah il est en boucle. Le petit bug, vous inquiétez pas, le petit bug qu'il y a eu, hein, on la voit à la fin du médecin, hein, la voix du médecin disparaît, parce que je vous l'explique parce qu'il y a eu ce petit bug, mais vous avez loupé quelques secondes. La voix du médecin disparaît, on voit de l'eau, hein, et petit à petit on entend en sourdine la voix de Paul, hein, qui lui parle, qui monte, on passe de l'un à l'autre sans s'en rendre compte. On les voit juste arriver, et puis lui il dit ce qu'il va faire au printemps, il va mettre des fleurs, voilà, et on est arrivé là, et à un moment il lui dit mais tu m'écoutes pas, puis hop, au niveau du son, on est dans un son normal, et lui aussi, c'est comme si nous, avec elle, on perdait, et puis on venait à la réalité, quoi. C'est des sentiments un petit peu comme le sentiment quand on tombe dans les pommes, quand le son s'éloigne, et hop. Donc c'est pour ça que c'est pas, au niveau narration, vous n'avez rien loupé au début, c'est moi à ce moment-là, c'est pour ça. Donc je pense que vous avez vu un petit peu la thématique qui se poursuit, hein. Et voilà, c'est soit le gosse qui a peur de la mort, elle aussi, voilà. Donc, hein, je poursuis mes obsessions, hein, comme on dit. Ce que je voulais, voilà, on n'a pas 2 heures pour en parler, ce que je voulais un petit peu, je voulais écrire, c'est sciemment que j'ai écrit un scénario très 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 fin. Il y a beaucoup moins, un petit peu moins construit que l'enfant bande, mais je le voulais. Je me suis dit que dans le court-métrage, on a le droit de faire ça, hein, qu'on n'est pas obligé d'être dans une dramaturgie complexe, statique, voilà, que j'ai appris à l'école. Moi, ce que je voulais, c'est, avec ce film, suivre un personnage féminin, Denise, et la faire plonger, l'accompagner dans à la folie, vers ce qu'on veut, d'accord ? Donc c'était ça. Donc c'était ma préoccupation de direction d'acteur, d'avoir peu d'éléments dramaturgiques, hein, et que tout se jouait à la mise en scène avec les choses habituelles, une maison, une femme seule, une inquiétude, voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait, celui-là. On me l'a reproché, hein, sur le scénario, mais moi, voilà, il est comme ça, je m'articule, j'y tiens à ce film tel qu'il est écrit, hein, parce qu'au début, quand j'expliquais qu'au début, j'écris toujours du fantastique expliqué, c'est les premières versions de scénario que j'avais écrit, c'était l'histoire, on était dans l'anticipation, c'est l'histoire effectivement, que comme on avait marre des vieux, et ben, on leur donnait des cachets, petit à petit ces cachets, ça les faisait disparaître. Voilà. Et, bon. Qu'est-ce que j'ai gardé de ça? Et après, j'ai réduit, parce que je dis, ouais, bon, c'est un petit peu anecdotique ton truc. Hein. Et je suis revenu sur le point de vue de la femme, c'est ça qui m'intéresse, à nouveau. Voilà. Est-ce qu'il est réellement en train de subir un phénomène fantastique? Est-ce que c'est sa vision à elle? Pourquoi? Moi, j'ai mes explications. Je me dis, elle a tellement peur de voir disparaître qu'elle le fait disparaître. Hein. J'avais mis en exergue, elle a trop craint de la perte de l'autre, on le fait disparaître. C'était ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé et que j'ai gommé aussi, au niveau du scénario, toutes les histoires un peu à la fin, on se rendait compte, elle sortait dans la rue, puis il y avait d'autres femmes aussi, effarées, leur mec était plus là, voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez petit à petit, j'ai cassé ça, pour arriver sur une version, pareil, qui offre énormément d'interprétation aux gens. Alors, je ne sais pas comment vous avez voyagé dedans, si ça vous a interpellé, mais... Je voulais savoir comment vous choisissiez les acteurs, comment ça se passait. Les acteurs, ça a été... Moi j'ai regardé, Denis, je l'avais retrouvé sur pour l'anecdote, Denis, je l'avais trouvé sur un court-métrage de François Ozon. Elle a tourné aussi avec d'autres réalisateurs, mais François Ozon qui avait fait un court-métrage, et vous avez vu son âge, et elle m'avait scotché, parce qu'il y a un plan, voilà, pour tout dire, elle a un plan,
à poil. Elle est dans un couloir, et elle le fait, mais franchement, voilà, avec l'âge qu'elle a, et je me suis dit, cette femme qui est capable de faire ça, elle peut venir dans mon film, et elle va oser. Parce que vous avez des comédiens, moi j'ai eu la chance avec Jean-Yves et elle, ils ne m'ont pas posé de questions sur le fantastique, hein, à la différence d'autres dans les commissions et tout ça. Parce que j'aurais dit, mais vous comprenez l'histoire? Elle dit non, mais on s'en fout. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour incarner. Et ça, j'ai appris ça. Les comédiens ne sont pas dans une démarche intellectuelle, quoi. Hein. Donc voilà. Donc Denise, c'était ça. Jean-Yves, c'était dans un film aussi. Et moi, j'étais très sensible. Quand vous faites un casting, vous dites, est-ce que ça fait un couple? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et moi, je trouve qu'ils ont des visages. Moi, je suis assez sensible au visage et au grain de voix. J'adorais le grain de voix de Denise et j'adorais le grain de voix de Jean-Yves. Hein. Ce ne sont pas des gens, je me suis dit, ils ne vont pas jouer naturalistes, ils ne vont pas jouer réalistes. Hein. Et je les ai invités à toujours être décalés, hein, toujours un petit peu, voilà, pour revenir toujours dans l'esprit d'enfant borne. On n'est pas dans la réalité, on n'est même pas à notre époque, hein, ça aussi. Je ne sais pas à quelle époque on n'est pas en 70, on n'est pas 2010. Hein, c'est des gens, j'en disais toujours, on est dans l'appli du temps, on est dans le temps du film. C'est le temps du film, c'est pas un temps qui existe. Hein, un peu kitsch et tout, mais c'est exprès, voilà, on se demande. Donc j'ai choisi comme ça, casting. L'enfant, j'ai fait un casting. L'enfant, j'ai appelé tout plein d'agents, et vous faites passer des dizaines d'enfants, et puis voilà, jusqu'au moment de trouver le sphère. Et voilà, mais c'est souvent en regardant d'autres films. Et souvent ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper le son, parce que vous êtes imprégné par l'ambiance sonore de l'autre film. Et moi souvent je coupe le son, je regarde la personne, et je regarde ce qui se passe dans son visage, les micro-choses qui se passent dans le visage. Et puis après, c'est la rencontre. Hein, la rencontre, et puis c'est comme dans la vie, hein. Au bout de 10 minutes, c'est bon. On s'entend, on se parle, on sait qu'on va se parler, on met les mêmes choses derrière les mots. Après, voilà, c'est la magie humaine de la relation. Hein, voilà. Il y a d'autres films qui choisissent des réalisateurs, des comédiens, et les réalisateurs choisissent des comédiens, et ça se passe très mal. Ils se pourrissent la vie. Voilà. J'ai eu cette chance sur les deux. Voilà. Parce que ça va durer si j'en fais d'autres. Bon voilà, donc vous voyez, poursuite de mon désir de faire du cinéma de point de vue. Là on est à nouveau, comme je vous disais, le petit clin d'œil par rapport à l'enfant borne, c'est elle qui dit Paul au début, c'est elle qui lance l'histoire, hein, on est sur elle, et c'est elle qui dit Paul, hein, comme le gosse il dit voilà ça, et puis on voit Paul, voilà, comme le gosse qui dit elle arrive, donc on est en elle, et puis c'est ce que je lui avais dit, je dis pour trouver le ton, trouver le bon ton, c'est que, je dis au début, je disais à la comédienne, au début tu dis Paul et à la fin tu dis Paul. Mais il y a deux tons différents. Hein, c'est dit un Paul d'inquiétude et un Paul crié, désespéré. Je dis c'est cette ligne-là qu'il fallait faire créer ensemble. Et dans son jeu, et dans, voilà, et dans son angoisse. Non, vous avez faim? Et ton futur alors? Voilà, bon bah, je vais juste conclure pour vous dire voilà, que je suis un projet de long métrage. Et que, à nouveau, fantastique. Donc là, j'en suis qu'au début. Et là, je rentre dans le long métrage et peut-être qu'il se fera rapidement, peut-être qu'il se fera dans longtemps, peut-être qu'il ne se fera pas. Mais il ne faut même pas se soucier de ça. Il faut avancer. Et c'est à nouveau une histoire fantastique. Autant que là, je montrais quelqu'un qui craignait la disparition de son mari. Là, c'est l'histoire d'une femme qui fait revenir le ciel. En l'occurrence, je traite la notion du fantôme qui m'intéresse. Je suis assez influencé par tout ce qui se fait au cinéma japonais sur la notion du fantôme, hein, par leur spectre, sur la manière comme Kiyoshi Kurosawa qui les traite en termes de mise en scène. Hein, c'est quasi, c'est pas des apparitions de spectres et époustouflants, ça joue sur le cadre, ça joue sur l'ambiance sonore, c'est des apparitions comme ça, très très furtives. Donc là, je travaille là-dessus. Mais ça m'est venu, cette idée, c'est parce que c'est en faisant ce film-là. Tout le monde me parle de fantôme au début. Moi, je vous assure, je n'étais pas conscient. Il y a des gens qui m'ont dit c'est un fantôme, il n'existe pas. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est génial, je suis en train de faire un film de fantôme, et vous voyez, un film m'en amène à un autre. Quoi, hein. Et donc, si j'ai la chance de le faire, bah, bien sûr, je vous le montrerai. Je vous dis, bon, là, on arrive dans des considérations. Ouais. Et ça sera avec une femme de 40 ans. J'aimerais bien. Dans un quartier pavillonnaire, j'ai envie de faire du fantastique. Là, on ne s'attend pas. Là, il y a des repères un petit peu. Là, j'ai choisi ce quartier résidentiel, il y a de la couleur. On se croirait à la limite chez du Stephen King, quoi, ou la maison d'enfants borne. Là, bizarrement, je veux un truc quartier pavillonnaire, parce que moi, ça m'angoisse bien, le quartier pavillonnaire. Ça me fout bien les boules. Et je me dis, je veux foutre du fantastique là. Et là, voilà. Après, j'y arriverai pas, mais je dis, j'en suis qu'au début de l'écriture. J'ai une version de scénario que j'ai créée avec une scénariste, parce que j'ai un peu d'argent aussi du CNC. On va mettre chacun 10 € en sortant. Que 10 Un début. Enfin voilà, bon.
encore plein de choses à dire sur le court-métrage en général, voilà, mais après on peut se voir ponctuellement, se croiser. Hein.